Paf politique, on a choisi de parler d'Édouard Philippe, puisqu'il revient dans l'actualité. Édouard Philippe, il a donné une interview dans un journal régional en Normandie, sur France 3 Normandie, c'est normal, il est maire du Havre. Édouard Philippe a répondu aux questions sans concession. Il sort un livre. Également, l'ancien Premier ministre a-t-il des ambitions présidentielles? Regardez cet extrait. Mon objectif, ce n'est pas de faire un programme. Un programme, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures qu'on met en œuvre pendant un mandat. C'est vachement important, hein. Mais je ne suis pas en campagne et je ne réfléchis pas sur un mandat. Je suis en train d'essayer de réfléchir sur beaucoup plus loin qu'un mandat, sur plutôt une perspective à 20 ou à 30 ans. Élodie, il ne dit pas non, Édouard Philippe, d'ailleurs, dans cette interview. Il ne dit pas non. Mais c'est assez amusant parce que c'est une réponse assez stéréotypée. Finalement, à chaque fois qu'on leur dit « Est-ce que vous voulez le bureau du président ?» Tous, ils vont dire « Non, c'est pas ça que je cherche, évidemment. » Moi, je vois plus loin, c'est ce qu'il dit, Édouard Philippe. Effectivement, dans les sous-entendus et les implicites, là... Et comment vous expliquez qu'Édouard Philippe est la personnalité politique préférée des Français aujourd'hui? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que sondage là pour les Échos. D'un point de vue, alors on va dire idéologique ou sur le fond du programme, on peut dire que c'est presque bis repetita par rapport à Emmanuel Macron. C'est le même. Simplement, il a une dynamique relationnelle qui est un peu différente. On pourrait dire, si j'étais un peu taquine, que c'est le Emmanuel Macron sans le mépris, puisqu'on a souvent dit qu'Emmanuel Macron était méprisant. Et donc lui, il a une vision vraisemblablement, Édouard Philippe, moins verticale. Donc il y a quelque chose qui le rend un petit peu plus sympathique en effet. Mais par contre, on va sans doute en parler, l'aspect physique... Alors, oui. Voilà, je voulais y venir, mais pas tout de suite. Mais vous avez raison d'en parler, parce que c'est effectivement une question qui interroge beaucoup de monde. C'est la transformation physique d'Édouard Philippe qu'il a assumée d'ailleurs, parce qu'il en a parlé ouvertement à la télévision. Regardez, écoutez, on va voir un petit extrait. Voilà ce qui m'arrive. Vous avez perdu vos sourcils. J'ai perdu mes sourcils, et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, que c'est une perte de la pilosité, que ça n'est ni douloureux ni grave, que j'en souffre à 52 ans. Bon. Alors que je ne dirais pas que j'espère que l'essentiel de ma vie n'est pas derrière moi, d'une certaine façon. Mais enfin, j'ai 52 ans, voilà, perdre ses cheveux à 52 ans, ça va, c'est pas un sujet. C'est vrai qu'Édouard Philippe était encore Premier ministre, si je me souviens bien, quand effectivement son apparence physique a commencé à changer. Élodie, est-ce que ça peut peser quelque part sur le regard des Français? Alors, ça n'est pas est-ce que ça peut, c'est est-ce que ça va peser, en fait. Parce que c'est très intéressant, mais c'est bien que vous posiez la question, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, c'est anecdotique, on est en train de parler, finalement, de l'apparence physique, et c'est pas ça qui compte. Eh bien, figurez-vous que la plupart des recherches en politique, et notamment dans les courants anglo-saxons, ce qu'on appelle la biopolitique, s'intéressent à la manière dont on vote. Eh bien, on a deux cerveaux. On a un cerveau qui est très rationnel, qui est très logique. Alors, lui, il va être sensible aux arguments, et sans doute, il va se dire que c'est très bien ce que raconte Édouard Philippe, peut-être, en tout cas pour ceux qui sont déjà convaincus. Et puis on a un autre cerveau qui est beaucoup plus émotionnel, qui est beaucoup plus instinctif. Et lui, il est très sensible à cette dimension du corps, à ce qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire en gros, où est le mâle alpha, où est-ce qu'il se situe, et peut-être demain la femelle alpha. Mais en tous les cas, c'est des questions qui sont beaucoup plus grégaires, beaucoup plus archaïques. Et ça, malheureusement, Daniel Kahneman notamment l'a montré, on vote principalement avec ce cerveau-là. Donc on ne peut pas mettre de côté ce point-là en disant finalement, c'est pas grave, il a changé et ça n'a pas d'impact. D'autant plus que le vote, souvent, c'est un vote qui est ce qu'on appelle identitaire, c'est-à-dire qu'on vote pour quelqu'un et voter pour quelqu'un qui ne se ressemble pas au fil du temps, c'est un petit peu compliqué aussi. Mais ça rend pas sympathique. Attendez, moi je voudrais savoir, le public, levez la main. Est-ce que, vraiment objectivement, quand vous retrouvez dans les urnes, l'apparence physique de la personne pour laquelle vous allez voter, ça compte? Oui, levez la main. Mais ce sont des petits menteurs. Il y en a 5. Élodie, ça va pas du tout. Là, pas du tout représentatif de la population française. Il y en a 5. C'est tout. Et vous? Non, non, franchement, vous votez tous en conscience?
Parce que Daniel Kahneman, il a une très belle citation, il dit « Personne ne va oser dire je vais voter pour ce mec-là parce que c'est celui qui a la plus grosse fossette au menton, mais c'est néanmoins ce qui se passe. » Ah, c'est incroyable, ça, Sauf qu'on l'a connu avant. On l'a connu aussi pour ses capacités d'élocution, sa capacité à amener des arguments de manière claire, à apporter de l'humour dans son discours, sa capacité aussi à gérer des crises, la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid sur la première partie. Mais ce que nous dit Élodie, c'est que tout ça, le moment où on se retrouve dans l'urne pour mettre son bulletin, ça ne compte pas. Je trouve qu'on peut être un peu plus mesuré sur cet aspect parce que quand on est politique, il faut avoir une force de conviction. Il l'a, et ce côté compliqué avec son physique, il l'assume certes, mais il y a une forme de résilience. Donc on est plus en lien, en compassion avec lui. Je pense que ça peut jouer cette partie-là. Moi, je rejoins un peu Maxime sur la résilience. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il incarne et ce en quoi les Français peuvent peut-être se reconnaître en lui. La façon dont il a assumé sa maladie, la façon dont il a expliqué, mais écoutez, il n'y a rien de grave, c'est pas un sujet, je ne souffre pas et je vais continuer quand même à faire ce pourquoi je suis là. Et je pense que les gens, ça peut le rendre sympathique et ça peut être un atout. Il faudra qu'il le rappelle, Isabelle. Moi, je pense qu'il peut y avoir les deux attitudes. Ou soit on dit « il est quand même sympathique, il assume, il est attachant, et puis il a de l'humour, et puis tout ça. » Ou alors se dire « est-ce que ça cache pas une maladie plus grave et est-ce que vraiment on investit pas mal en investissant sur ce type ?» Je pense qu'il peut y avoir les deux cas de figure. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que le corps politique, c'est quand même un corps particulier. C'est un corps où s'investit une sorte de capital symbolique. C'est un corps de pouvoir. C'est un corps qui est sacré, entre guillemets. Et souvenez-vous, ça nous avait choqués parce que Mélenchon avait utilisé cette expression. Mais ça faisait référence au fait qu'il y a le corps mortel et puis il y a le corps de pouvoir. Et c'est vrai que c'est difficile parce que quand on voit un corps qui ne correspond pas à la norme ou qui n'est pas ce lieu de virilité, qui est tant investi, souvenez-vous, il y avait Nicolas Sarkozy, il faisait son jogging avec le t-shirt NYPD, les lunettes de soleil. On avait vu aussi Poutine qui allait à la chasse. Bon, le corps politique, et notamment le corps politique masculin, c'est le lieu de la virilité, mais parce que c'est un lieu d'expression de pouvoir. Et quand on a un corps qui sort un peu de cette norme-là, eh bien, il faut le dire, c'est un peu plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir effectivement un récit, un narratif qui va pouvoir se créer à partir de là. Mais voilà, nos premiers instincts sont assez durs. Jérôme. Deux petites choses. Par rapport au physique, évidemment que ça compte. On a un exemple avec François Hollande qui avait fait un régime drastique avant de se faire élire. Tout le monde ne parlait que de ça. Et puis moi, j'ai une petite anecdote. Je me suis retrouvé un jour dans le bureau à l'Élysée de Pierre Charon, donc, qui était à l'époque le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui expliquait comment Nicolas Sarkozy régulièrement déboutonnait sa chemise en lui disant « Regarde mes abdos, t'as vu, je suis un bon président. » Véridique. Mais ça l'a amené à l'Élysée. Alors il avait déjà été élu, mais son apparence comptait vraiment beaucoup pour lui. Regardez dans les débats, Bernard Tapie faisait attention à ce que la lumière soit bonne pour lui et mauvaise pour l'interlocuteur en face. Et Fabius avait perdu un débat parce qu'il était cireux. Et que tout le monde n'avait souligné que ça. Alors, tout le monde se contrefoutait de ce qu'il avait dit, mais il était jaune. Oui, il était jaune. Et pour l'instant, effectivement, il reste la personnalité politique préférée des Français, peut-être aussi parce qu'on le voit moins, parce que ça aussi, c'est une spécificité. Je vois Jérôme qui dit « Ah bah oui, c'est un peu comme Jean-Jacques Goldman, moins il parle, plus il monte dans les classements. » Édouard Philippe, c'est un peu ça aussi, non, Élodie? Oui, tout ça fait partie de stratégie. Et je trouve ça mignon quand on dit « Ah, mais c'est bien parce qu'il a fait preuve d'authenticité, il en parle. » Oui, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il ne pouvait plus ne pas en parler. Oui, parce qu'en définitive, c'était tellement l'éléphant au milieu de la pièce que de toute façon, il fallait aborder ce point. Oui, il a abordé assez tard, parce qu'il avait déjà effectivement commencé à... plus de sourcils. Oui, il avait plus de sourcils, sa barbe avait... un vitiligo, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une décoloration de la barbe. Très méchamment, les utilisateurs sur les réseaux sociaux disaient que c'était Monsieur Panda. Bon, donc ça avait commencé comme ça. Et puis effectivement, l'alopécie. Donc maintenant, vous voyez, c'est ça qui est aussi un petit peu compliqué. C'est-à-dire que le nom change aussi, c'est pas toujours la même maladie. Au début, c'est un vitiligo, maintenant c'est l'alopécie. Bon, c'est pas évident, mais voilà, comme je vous disais, c'est un narratif qui est en train de se constituer et il va se consolider dans les mois à venir. On verra effectivement, mais regardez cet autre sondage qui pourrait être candidat à la place d'Emmanuel Macron en 2027. Alors c'est Gabriel Attal qui arrive en première position, mais Édouard Philippe est en deuxième position, 55%. C'est un sondage IFOP qui donne j'entends n'importe quoi dans le public. Ils sont pas convaincus. Il y en a qui sont pas convaincus. Non, mais là on parle pas de fond.